bonsoir à tous. Donc, merci déjà aux trois structures qui se sont fédérées pour organiser cette rencontre. Merci à ce public qui est là. Donc, ça fait, et surtout, voilà, bonsoir Pascal, et et c'est un plaisir de vous avoir pour cet entretien. Cet entretien avec vous qui va être un peu l'occasion de nous faire découvrir votre métier de directrice de la photo. Je rappelle que vous avez signé l'image de 6 longs métrages, 22 courts métrages, 6 documentaires. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés depuis. J'ai compté sur votre CV. Il Euh, y en a plus que ça en court métrage en tout cas. D'accord. Voilà. Donc autant de films qui explorent, autant de films qui explorent des récits, des univers visuels différents, et aussi bien en utilisant les supports numériques qu'argentiques. Ça va être l'occasion, cet entretien, que vous allez nous expliquer votre rôle dès la phase de préparation d'un film, mais aussi votre relation avec le réalisateur et les autres chefs de poste, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect collectif du cinéma, qui est primordial. Ça sera aussi l'occasion pour vous, Pascal, d'exprimer votre culture spécifique de l'image, évoquer, pourquoi pas, les chefs opérateurs ou les réalisateurs qui vous inspirent, car ce métier, pour moi, est en apparence très technique et avant tout un métier de passion. Mais nous verrons surtout que cette fonction de directeur de la photo a pour moi, à mon sens, une triple dimension, que je me permettrai d'illustrer par 3 citations pour un peu désigner ces trois dimensions. D'abord, Jean Cocteau, que je ne présente pas, qui disait, je le cite, il disait « Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière ». Pour moi, ça évoque la dimension artistique de votre pratique. Le réalisateur polonais Andrzej Zulawski, qui pour lui, je le cite, la poésie du cinéma passe par sa technique, donc mettre en avant cette technique pour exprimer artistiquement, il y a une manière, une maîtrise technique et parfois pour la dépasser, cette technique. Et enfin, la troisième citation de vous-même, Pascal Marin. Je me suis permis de prendre une de vos citations dans une interview parce qu'elle me parlait. Et vous disiez, la lumière, c'est quelque chose de mental sur lequel il est assez difficile de mettre des mots et donc souvent compliqué à partager. Pour moi, ça illustre un peu l'aspect humain de votre métier, la relation humaine, parce que je me posais la question tout bêtement, comment un peu installer cette connivence indispensable entre réalisateur et directeur de la photo si les mots sont parfois impuissants. Voilà un petit peu pour donner un peu le chapeau de cet entretien. Et je vais commencer tout simplement, voilà, je vais tout de suite vous donner la parole pour un petit peu amorcer cet échange en évoquant avec vous un peu la genèse de votre passion et l'aspect formation. J'ai lu quelque part que votre vocation s'est manifestée dès l'âge de 10 ans. Est-ce qu'il y a eu l'image d'un film en particulier qui a été déclencheur, comme ça, pour l'anecdote? Alors, non, pas l'image d'un film, en fait l'ouverture d'une salle de cinéma à côté de chez moi. Mais alors 10 ans un peu jeune, parce que je pense que j'avais plutôt 12-13 ans quand cette salle de cinéma a ouverte. J'habitais dans une toute petite ville et donc au début de l'adolescence, peut-être que je trouvais cette ville un peu ennuyeuse et le cinéma, ça a tout de suite été l'évasion. Et quelque part, je me suis dit, ces films que je vois, mais ça pouvait être très divers, me plaisent tellement, ça doit être tellement fantastique de participer à leur fabrication. Mhm. Et donc, comme finalement un peu dans les mêmes périodes commencent à se faire les premières orientations, je me suis renseignée, qu'est-ce qui existait comme école. Et les deux grandes écoles publiques possibles à cette époque, la Fémis et Louis Lumière, je me suis tout de suite dit que je me sentais plus attirée par Louis Lumière, sans doute à cause de sa réputation plus technique justement. D'accord. Et ce côté fabriqué me plaisait beaucoup. Et donc j'ai bifurqué vers une formation scientifique, puisque Louis Lumière affichait des exigences assez hautes dans le domaine scientifique et technique. Donc j'ai fait une classe préparatoire mathématiques, physique, Mhm. technologie. Et puis j'ai intégré Louis Lumière. Et D'accord. ce que je dis souvent, c'est que l'école m'a tout appris, enfin on va dire tout ce dont j'avais besoin sur le plan technique, et ensuite tout le reste, qui est au moins aussi important, voire plus, je l'ai appris sur les plateaux de cinéma. À la fois comme assistante caméra, parce que j'ai fait un Mhm. parcours c'est très hiérarchique le cinéma, donc j'ai d'abord été stagiaire, puis seconde, puis première assistante. Et en même temps,
parallèlement, j'éclairais déjà des courts-métrages, sans doute pour ça qu'il y en a autant dans ma filmographie, ce qui m'a permis vraiment d'apprendre le métier de directrice de la photographie, parce que c'est un métier qu'on apprend aussi en le faisant. Mhm. D'accord. Là, vous avez évoqué la chose effectivement de ce que vous avez appris à l'école et ce que vous n'avez pas appris. Vous avez mis en avant la dimension technique, hein. Mais est-ce que cette culture de l'image, elle vous est offerte dès l'école? Est-ce que voilà, il y a une ouverture sur la peinture, sur tout plein de choses comme ça, sur voilà, une espèce de sensibilité forte sur l'image, sur le travail de la lumière notamment? Alors je dirais, moi, mes parents sont cinéphiles, Mhm. et ensuite, moi, je le suis. Donc c'est vrai que j'ai énormément vu de films. J'étais naturellement attirée par, on va dire, les arts visuels en général. L'école Louis Lumière a renforcé ça. Et ensuite, je dirais que c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Ce que je raconte souvent, c'est en gros, soit je tourne, soit je vais au cinéma. Si je suis en tournage, j'y vais assez peu. Mais par contre, dès que je ne suis pas en tournage, oui, je vais voir des expositions de peinture, de photographie. Et, euh, et au-delà de ça, je dirais que les arts en général sont une source d'inspiration constante. D'accord. Mhm. Et Mais puis voilà. donnent des Mhm. références, Oui. Mhm. on va dire des outils d'échange avec les réalisateurs aussi. D'accord. Donc, vous disiez que effectivement Louis Lumière, c'est bac+2, c'est 3 ans d'études ou 5 après Louis Lumière? C'est 3 ans d'études après 3 ans. de Voilà, sport voilà. avec un bac+5. Voilà, tout à fait. Alors, vous sortez, voilà, en général, on sort de cette école avec son diplôme en poche. Alors, comment, voilà, est-ce qu'il y a une forme de compagnonnage qui s'opère avec des directeurs de la photo et voilà, et petit à petit, on fait ses armes avec eux. Voilà, est-ce qu'il y a une forme comme ça de compagnonnage entre anciens de Louis Lumière qui sont déjà, voilà, avancés dans le métier et les jeunes recrues qui arrivent? Est-ce qu'il y a une chose comme ça qui se met en place? Alors oui, pas forcément des anciens de Louis Lumière d'ailleurs, mais Mhm. oui, il y a des directeurs de la photographie qui m'ont fait avancer dans le métier, c'est certain. Mhm. Notamment Raoul Coutard, notamment Éric Gauthier, Laurent Oui, Barès. C'est oui. des gens comme ça Mhm. qui m'ont, oui, c'est ça, qui m'ont permis de franchir des étapes sans hésiter, Mhm. soit simplement en m'emmenant avec eux sur les tournages, parce que un tournage, c'est à chaque fois une découverte, et j'ai eu l'occasion de faire des films quand j'étais assistante extrêmement variés, Mhm. du blockbuster américain au film d'auteur français, et également parfois en donnant mon nom à des réalisateurs de films que eux ne pouvaient pas forcément faire pour que, quelque part, pour me mettre le pied à l'étrier et que je les fasse pour eux. D'accord. Alors, si vous voulez bien, là, voilà, on va aborder, on est obligé d'avancer à grands pas comme ça, mais on va aborder la phase voilà, de préparation, hein, on va prendre les choses dans l'ordre, hein, la phase de préparation d'un film. Hein, voilà. La question que je pose, voilà, comment faire naître l'image d'un film, hein, c'est une chose primordiale pour moi. Première question, si vous voulez bien, c'est un petit peu, j'aimerais savoir, voilà, qu'est-ce qui déclenche en général le désir de collaboration, hein? Vous recevez un scénario, alors est-ce que c'est le sujet du film, la rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice, le potentiel visuel du cinéma, voilà. Qu'est-ce qui d'un seul coup, voilà, qu'est-ce qui vous fait dire oui, j'y vais? Les trois à la fois. Ouais, d'accord. C'est-à-dire sans hésiter, c'est bien sûr le scénario. Euh, c'est euh, c'est la base sur laquelle tout va se construire, mais il faut également que la rencontre avec le réalisateur génère une envie de travailler ensemble, et le potentiel visuel, enfin on va dire découle de cela. C'est à quel point on va réussir ben, à amener ce scénario jusqu'au grand écran. Ouais. Et à contrario, qu'est-ce qui vous ferait refuser un projet alors? Euh, Déjà, enfin, je pense que c'est essentiellement une histoire inintéressante, ou quelque part, quand on sent que derrière, il y a pas d'envie de cinéma. Des fois, enfin, c'est pas forcément suffisant d'avoir couché une histoire sur le papier, mais il y a cette réelle envie de le mettre en image, sans forcément que le réalisateur ait besoin d'avoir des connaissances techniques, c'est pas ça, mais voilà, cette espèce de vision qui va au-delà des mots. D'accord. Je pense que s'il y a pas si je ne sens pas cette envie, oui, sans doute que moi, ça me donne pas très envie non plus.
Ouais, d'accord. Donc, quelque part, si je comprends bien, vous n'avez pas une lecture spécifique du scénario. Vous le disiez pour en découvrir la capacité dramaturgique. Voilà, vous essayez de vraiment rentrer dans le sujet et dans l'histoire. Voilà, vous n'êtes pas là juste à surveiller, se dire, tiens, là, je peux faire une belle image, là, je peux faire une belle image. Voilà. Vous rentrez dans l'intérieur du film pour éventuellement après Après, j'ai une en lecture parler. spécifique quand même, c'est-à-dire que je pense que je ne peux pas lire un scénario sans que des images naissent déjà dans ma Oui, tête. oui, Ensuite, je les forcément. confronterai aux images que le réalisateur ou la réalisatrice a dans la tête et Mhm. on verra quelque part si on trouve, Mhm. enfin, si on arrive à se retrouver sur ces images ou D'accord. en inventer Mhm. avec on va dire, nos intelligences combinées. Mmh mh. D'accord. Donc là, voilà, effectivement, on en est à cette phase de préparation. Peut-être pour dire, voilà, la phase de préparation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la phase où on commence à embaucher chef de poste parce que ça y est, le financement est bouclé et puis qu'une date de tournage est prévue. En général, vous arrivez à combien de temps en amont, à peu près, avant un tournage? Ah, c'est très variable. Ouais. Mmh Il mh. y a des réalisateurs qui me sont assez fidèles et qui peuvent me faire lire le scénario des années avant qu'il soit Mmh mh. financé. Mmh. Mais on va dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore officiellement dans l'équipe. Mais on va Oui. dire que j'accompagne les évolutions d'écriture. Ils me font lire quelques versions Mmh de mh. temps en temps. Voilà, ça c'est pour les réalisateurs qui me sont fidèles. Sinon, quand c'est une nouvelle collaboration, on va dire que ça va de un mois avant, quand il s'agit d'un court Mmh. métrage, à 3 mois, oui, environ 3 mois avant quand il s'agit d'un long métrage. D'accord, d'accord. Donc oui, oui. Donc ça, effectivement, entre court et long, c'est pas les mêmes, les mêmes intensités économiques et financières. Donc voilà, donc effectivement, c'est plus la même notion du temps. Heu, donc, j'imagine que dans cette phase effectivement de découpage, il y a cette phase de préparation, excusez-moi, il y a la notion de découpage technique. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer, ce que c'est? Parce que peut-être pour certains des personnes présentes, c'est pas très clair, hein, cette espèce de jeu, de vilain mot, je trouve, alors que c'est de la mise en scène pour moi. Et sous quelle forme, voilà, sous quelle forme vous intervenez-vous, hein, sur cette notion de découpage technique? Alors, ça Mmh. dépend des réalisateurs. Mmh. Le découpage technique, c'est, on va dire, la planification en amont des plans qu'on a l'intention de tourner pour chaque séquence. Mmh. Il y a des réalisateurs qui sont extrêmement précis et qui arrivent quasiment avec un découpage clé en main. Donc Mmh. évidemment que je vais étudier très précisément, je vais leur faire des retours par rapport à ça et puis on le mettra évidemment, on le confrontera au décor qu'on aura trouvé. Il y a des réalisateurs avec qui c'est un dialogue, c'est-à-dire ils arrivent avec des idées, j'en amène d'autres Mmh. et on va dire qu'on conçoit ce découpage technique à quatre mains. Et il y a des réalisateurs qui ne souhaitent pas planifier en amont les plans qu'on va tourner et où la chose s'invente plutôt sur le plateau, qui préfèrent Mmh. quelque chose de plus improvisé. Et Donc, donc mais après, là, vous travaillez avec les trois types de réalisateurs. et vous avez une préférence sur un genre de démarche de travail comme ça, ou Je là où dirais, vous êtes plus à l'aise? Moi, je dirais la deuxième, c'est-à-dire Mmh. j'aime bien l'idée enfin, d'échanger et pas forcément d'arriver avec quelque chose qu'on doit simplement reproduire. Mmh. Et je pense que je suis quand même partisane de dire que on improvise mieux quand on a bien préparé et Oui. que Mmh. finalement avoir un découpage, en amont, c'est jamais un Mmh. carcan et qu'il est toujours temps de s'en éloigner. Mais je trouve qu'on improvise mieux quand on sait quel était le cap au départ. Ouais. J'ai souvent le sentiment que quand on essaye de tout improviser sur place, on fait des choses peut-être un peu plus attendues, un peu moins originales. On peut Mmh. par exemple pas faire des plans, on va dire, qui nécessitent un Mmh. matériel spécifique, Mmh. puisqu'on n'aura pas forcément pu prévoir de le louer en amont si on ne l'avait pas décidé autour d'une Ouais. table au Mmh. préalable. D'accord. Quand, voilà, quand vous êtes face à un scénario, hein, que vous lisez, hein, où il y a pas encore d'indication technique dessus, justement, il y a ce qu'on raconte, mais pas comment on le raconte. On pourrait dire comme ça, hein, on pourrait dire qu'un mot peut devenir une image, une phrase, un plan dans votre esprit. Est-ce que vous avez le sentiment un petit peu que votre démarche, c'est un petit peu d'avoir un rôle de traductrice des intentions et voilà, de ramener ça vers des idées de plan et de lumière?
Est-ce que Moi, je le décris comme ça, en fait, Mhm, mon métier. C'est la mhm, traduction, enfin, c'est de la traduction en émotion. mhm, On a des mots qui sont sur un scénario et les discussions, les échanges avec un mhm, réalisateur ou une réalisatrice vont m'amener, moi, à choisir des outils techniques mhm, qui retraduiront au mieux l'émotion qui était censée procurer la lecture des mots au départ. mhm. Mais c'est très, comment dire, c'est très fugace tout ça. Oui. Mhm, Ça marche pas. Mais finalement, comme de la traduction, des fois on sent mhm. qu'on a exactement le bon mot pour traduire enfin, l'idée de départ, et d'autres fois, ça se cherche. D'accord. Et effectivement, chaque collaboration doit voilà, fournir sa relation spécifique, hein. Et C'est un ouais. des grands atouts du métier, c'est que Oui. c'est jamais pareil. À chaque Mm, fois qu'on travaille, mm, même avec la même personne, mais mm, sur un scénario différent, mm, des images différentes émergent, et évidemment avec des mm, personnes différentes, d'autant plus. mm. Donc c'est un métier qui n'est jamais routinier. Ouais. Et dans cet esprit d'être force de proposition de votre part, euh, comment faire pour être justement force de proposition sans vampiriser le projet? Voilà, parce que ça, c'est pour moi, c'est une notion d'équilibre très très fragile entre le réalisateur et celui qui va offrir l'image, hein, qui va voilà, amener le scénario à devenir des plans et de la lumière. Voilà. Est-ce que parfois ça peut dévier vers une forme de prendre trop le film à soi et, Alors, mm, une grande mm, capacité d'écoute, je mm, pense que c'est crucial. Euh, ne pas, enfin, pour moi, c'est une faute professionnelle en tant que directeur de la mm, photographie de vampiriser le mm, projet. C'est vraiment, on est là pour, enfin, je donne l'exemple de la navigation. Si le chef-op est au gouvernail, il n'y a qu'un seul capitaine et c'est le réalisateur. mm, Et du coup, le cap, c'est le réalisateur qui le donne. Donc, si à un moment, il a des hésitations sur le cap, on est là pour l'aider. Mais s'il dit bâbord, c'est bâbord. C'est pas parce que, après, je peux dire, tiens, ne crois-tu pas qu'à tribord? S'il me répond que non, eh ben, on ira là où il a décidé. C'est Philippe Rousselot, un très grand chef opérateur, qui dit qu'on ne fait jamais un plan contre un réalisateur, et je suis bien d'accord. C'est c'est son histoire, et quand on essaye de s'accaparer quelque chose, je pense on tue, on tue des idées qui auraient pu naître quand on écoute l'autre. Donc c'est dommage. Et peut-être que le garde-fou, c'est se dire, quelle que soit l'idée qu'on propose, elle doit être légitimée par le scénario, par la séquence, par les intentions Dans l'esprit, dramaturgiques. Ouais. oui, dans l'esprit du film, dans Voilà, tout à l'esprit fait. de celui qui conduit ce film, absolument. D'accord. Et c'est Dans surtout justement que le métier devient protéiforme sinon, enfin, si ça doit devenir le film du chef-op, c'est plus le film d'un réalisateur, puis d'un autre. ouais. Donc à mon avis, on perd en originalité. D'accord. Est-ce que vous pourriez un petit peu aussi nous dire les grandes, les autres phases importantes lors de les autres tâches importantes de votre part lors de la prépa, hein? Voilà, quelles sont les autres, voilà, les missions importantes, hein, à ne pas louper, hein, pour bien préparer ce film? Eh ben, les discussions autour du plan de travail, hein, dans quel Mhm, ordre on va tourner les séquences, ça a mhm, une grande importance, c'est loin d'être anodin. Les discussions, on va dire, autour de la formation de l'équipe, oui, puisque un chef opérateur vient quand mhm, même très souvent accompagné d'une équipe, alors plus ou moins conséquente selon les mhm, projets, mais ça a aussi une grande importance. Tout ce qui est discussion budgétaire, en fait, matériel, équipe et planning. oui, C'est après, évidemment, le choix des décors et les oui. discussions plus autour de la direction artistique avec les costumes, la décoration. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était Et voilà, c'est très valider les repérages, c'est un petit peu bon, valider les visiter, j'imagine, bon. hein, et effectivement les échanges avec déco costumes pour voir tout ce qui est. C'est quoi l'importance, voilà, pour vous, pour avec les relations avec l'équipe décor et costumes, qu'est-ce que vous voulez valider là-dessus, qu'est-ce que vous voulez Ah, cadrer? Hum, c'est pas tant une histoire de hum, valider quelque chose, enfin hum. encore une fois, ça se fait toujours en accord avec la Oui, oui, bien réalisation. sûr. Mais Hum, c'est quelque part, c'est eux qui me donnent à filmer. Il y a hum, les comédiens,
Mais sans déco, sans costume, moi j'ai rien. Enfin, Mhm. c'est la lumière n'existe que parce qu'elle touche quelque chose. Mhm. Donc les choix de couleurs, les choix Mhm. de perspectives, de choses comme ça, littéralement bâtissent mon image. Mhm. D'accord. Mhm. Euh, si vous voulez bien, donc on va aller, hein, on va aller à la phase de tournage. Hein, voilà, on y est, on s'installe. Phase de tournage où voilà, où j'avais, c'était le, voilà, phase de préparation, c'était comment faire naître une image. C'est comment façonner l'image d'un film. Voilà. Peut-être avant cela, hein, et ça va être nourri par quelques extraits de films hein, qu'on va voir ensemble, que vous allez commenter. Je voulais juste savoir, voilà, une précision sur quelques termes hein, que peut-être parfois des gens mélangent un peu. Qu'est-ce que c'est un chef opérateur? Qu'est-ce que c'est un directeur de la photo? Qu'est-ce que c'est un cadreur? Voilà, peut-être il y a parfois confusion sur les termes. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer? Eh bien, pour moi, directeur de la photo et chef opérateur sont deux termes synonymes. Mhm, Euh, c'est Ensuite, le poste de cadreur, il existe sur certains films et pas sur mhm, d'autres. mhm, C'est-à-dire que quand il y a un cadreur, généralement, le directeur de la photographie, on va dire, est chargé de l'ensemble de l'image, mais plus particulièrement de la lumière. Et le cadreur ou caméraman est celui qui va opérer la caméra et donc mhm. cadrer les plans. D'accord. Moi, je sais que les films que je fais, sauf s'il y a un besoin d'un matériel spécifique type Steadicam, mais sinon, je suis directrice de la photographie et cadreuse. C'est Voilà, moi-même d'accord. qui Mhm. opère la caméra. Voilà, hein, parce qu'il y a effectivement, il y a sur des gros budgets, j'imagine, où les deux sont dissociés, quoi. Hein. Il y a quelqu'un qui fait la lumière et quelqu'un qui s'occupe de la caméra, qui gère les mouvements de caméra et tout ça, hein, d'accord? C'est Absolument. ça? Mhm. D'accord. Ouais. Quel est un petit peu juste pareil hein, pour un petit peu éclairer nos lanternes, un petit peu le descriptif de l'équipe image dont vous avez la charge, qui fait quoi, voilà, en général, hein, de quel type de technicien elle est formée, cette équipe image. Eh bien, des électriciens, donc avec une équipe dirigée par un chef électricien, Mhm, qui sont en charge des projecteurs, mhm, de la mhm, lumière, et de l'alimentation électrique, mhm, des machinistes dirigés par un chef machiniste qui sont en charge à la fois des accroches et de tout ce mhm, qui est mouvement de caméra. Et puis l'équipe caméra, donc les assistants caméra, avec le premier ou premier assistant caméra qui est chargé de la mise au point, notamment, et le second qui est là pour l'assister. À l'époque de l'argentique, le second assistant caméra était chargé de décharger la mhm, pellicule, charger et mhm, décharger la pellicule. Maintenant, on a des postes comme des data managers qui sont mhm, dévolus à ça. mhm. D'accord. Et donc, c'est vous qui les choisissez, toutes ces personnes, j'imagine? Vous emmenez. Alors, Mhm, moi, je choisis les chefs de poste, mhm. c'est-à-dire je choisis mon chef électricien, mon chef machiniste, mon premier assistant caméra, et généralement, je les laisse choisir leurs équipes D'accord. Mhm, parce que c'est eux qui vont être en lien direct. Donc mhm, c'est rare que je choisisse mes seconds ou mes mhm, machinistes. Je préfère laisser, mhm. laisser leur chef choisir. Et j'imagine que ce choix se fait parce que vous avez envie de travailler avec des gens qui, notamment, vous avez entière confiance et en qui vous savez que vous allez passer des moments speed où il va falloir prendre des décisions rapides et que humainement tout ça se va bien, voilà. Et leurs compétences techniques et aussi la manière de fonctionner entre vous va bien fonctionner parce que c'est peut-être il y a un petit peu un côté comme ça, j'imagine, hein, de tournage où il y a souvent des urgences, il y a souvent des choses à faire, voilà, qui n'étaient pas prévues et que voilà, il faut que cette équipe soit hyper soudée. C'est un petit peu ça. Hyper soudés Mmh, et quelque part enfin, de mmh, la même façon peut-être qu'un réalisateur choisit son chef mmh, opérateur, mais pour moi, les membres de mon équipe peuvent également être force de proposition. mmh, C'est-à-dire que, comme vous dites, dans le speed, si tout d'un coup quelque chose qu'on avait prévu ne mmh, fonctionne pas comme on l'imaginait, euh, enfin, moi j'aime que mon équipe me dise ah tiens et peut-être on pourrait faire comme ça et enfin mmh, je crois beaucoup à l'intelligence collective quand tout le monde va dans la même direction. mmh. D'accord. Et avec un petit peu de recul, là, qu'est-ce que vous diriez sur avant d'aborder, là, on va voir, là, on va faire un retour sur trois films, hein, sur trois courts-métrages. Qu'est-ce que vous diriez des principales qualités humaines qu'il faut avoir pour affronter, entre guillemets, un tournage, hein? Ah. Mmh, Alors,
Ben, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, une grande capacité d'écoute. Il faut être très adaptable, c'est-à-dire ne pas, euh, ne pas se retourner sur le lait renversé, c'est-à-dire Mhm. quand on joue de la musique et qu'on est dans un ensemble, s'il y a une fausse note, ça peut arriver. On continue malgré tout, et il y a ça. Et puis, on a plein d'imprévus sur un tournage, et c'est toujours important de garder cette idée de cap, de se dire, ah bah tiens, ce plan-là n'est peut-être pas comme on l'espérait, mais ça peut aussi faire naître de nouvelles idées. Et en fait, cette flexibilité, qui est peut-être parfois mal utilisée dans le monde du travail, mais ça me semble être très important. Mhm. Et puis je sais pas, de la résistance, Mhm. à la fois résistance à la fatigue, à la pression, euh, et, euh, et puis il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Avant tout. Alors, voilà, si vous voulez, maintenant, on va aller sur des 3 extraits de films, comme je vous disais. Voilà, ça va être la preuve par l'image, hein. 3 extraits différents, hein, donc, là, j'ai pris des courts-métrages. C'est purement, voilà, je suis obligé de faire un choix dans votre filmographie, hein. Et j'ai choisi des moments à chaque fois un petit peu particuliers, hein, qui soient un moment fort du film, et vous allez nous expliquer peut-être un moment quels étaient un petit peu les enjeux ou les résolutions d'éventuels problèmes, hein. Et alors, ce que je vous propose, c'est le premier extrait d'un court-métrage qui s'appelle Ce qui reste de toi, de Kevin Dress, hein. C'est un moment, j'ai choisi ce film parce que c'est un moment fort du film, une sorte de basculement de la psychologie du personnage, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on peut dire, voilà, c'est l'histoire d'un couple, voilà, c'est un jeune couple qui est là, qui s'est formé depuis peu, et l'homme part en voyage, le jeune garçon part en voyage, il revient et arrive un drame, voilà, hein. Et donc, j'ai choisi cet extrait et vous m'en parlerez, Pascal, vous en parlerez, parce que je trouve que là, justement, il n'y a pas de dialogue et tout passe par l'image. Et les choix des cadres et par l'image. Et donc voilà, donc j'avais envie que vous nous évoquiez un petit peu cet extrait-là.
Donc voilà, c'était ce premier extrait de ce premier film. Voilà, une séquence en 3 temps. Hein, j'y vois bien 3 moments, hein, et 3 filmages différents. Hein. On peut voir, hein, d'ailleurs, on peut se rendre compte que tous les courts-métrages, d'ailleurs, en général, il y a une l'art, voilà, il y a 2 choses, et j'aimerais que vous m'en parliez, l'art de l'ellipse, hein, que ce soit narrative et visuel, hein, et l'art de la suggestion, notamment dans cette séquence-là. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu me parler, par exemple, des partis pris sur l'utilisation du flou, et cette troisième partie, là, dans la salle de bain, qui est très étrange, hein, qui est complètement déconnectée, et pourtant qui, pour moi, fonctionne en termes de dramaturgie. Voilà. Est-ce que vous pourriez un petit peu me évoquer ces moments-là, de votre point de vue? De mon point de vue, j'essaye de me rappeler quelles Mm, avaient pu être nos conversations mm, avec Kevin, le réalisateur, qui est quelqu'un qui est lui-même technicien, mm, puisqu'il travaille également comme chef électricien. Euh, il était, euh, il avait des envies assez précises et une très grande pudeur. Et la question de la mise au point était clairement dans cette dynamique de ne pas montrer le corps de la jeune femme mm, de façon crue, mais vraiment d'être dans le ressenti du jeune homme. D'où le fait que bien qu'il soit très décadré sur le côté et mm, qu'on laisse la place, ça devient presque une image mentale à ce moment-là. mm, On est avec lui, on a le bord de sa mâchoire qui est net, et ce qui occupe l'image, tout comme ça occupe son esprit à ce mm, moment-là, il y a cette mort. mm, Donc c'était ça. Et le contre-champ, donc où je suis en caméra portée mm, et où là, quelque part, je suis le comédien au plus près. Enfin, je savais quelle serait sa réaction, mais pas de façon précise. Et donc là, c'est mm, simplement être immergé dans ce que le comédien donne à ce moment-là mm, et d'être au diapason. ouais, Pour ce qui est de la salle de bain, donc il y a évidemment cette espèce enfin, de débordement d'émotions qui est du coup traduit par le saut et mm, pas par quelque chose qui serait de l'ordre d'un surjeu. Et là, c'était assez particulier parce que c'est là qu'on voit toute la différence qu'il peut y avoir entre une ambiance de tournage et un résultat final, puisqu'on était donc sur des très très gros plans, donc avec plusieurs lentilles devant l'objectif pour pouvoir faire la mise au point de façon aussi rapprochée. Et il y avait donc un accessoiriste qui devait venir faire tomber une goutte d'eau, qui évidemment devait tomber quasiment au millimètre près et ne tombait pas forcément. C'était un moment de tournage plutôt assez joyeux, un peu long parce qu'il a fallu attendre d'avoir la bonne goutte d'eau. Et c'est des moments où là aussi, un chef opérateur et un réalisateur sont là pour tenir le cap. Pas laisser l'équipe se mm, disperser dans ah c'est rigolo, ah zut, la goutte d'eau tombe jamais au bon endroit, mais vraiment rester attentif de voilà, là c'est la bonne. Et ça a son importance. mm, C'est la bonne, c'est celle qui raconte ce qu'on s'était dit, ce qu'on voulait. Et, euh, et même si ça doit prendre un peu plus de temps, c'est parce que il y a des personnes sur le plateau qui restent complètement dédiées à ça que les autres personnes restent aussi dans le jeu. d'accord. Et j'ai repensé, voilà, la partie de la découverte, hein, du corps, hein, et moi je m'étais imaginé que vous étiez dit sur l'usage du flou, hein. Je me suis dit, voilà, il faut une image floue parce que quelque part peut-être le personnage ne veut pas voir la réalité. Vous savez que peut-être parfois on voit des choses tellement qui nous choquent, on ne veut pas le voir. Et je me suis dit peut-être que la traduction de Pascal, ça a été ça, c'est de faire travailler le flou. Il ne veut pas voir, il constate, mais il ne veut pas voir. Parce que voir, c'est accepter peut-être. Donc je ne sais pas. Donc voilà, j'étais parti Non, sur un... et je crois pas qu'on était dans cette Hum, direction-là hum, parce qu'au contraire, le personnage, enfin, il perçoit immédiatement, hum, il s'illusionne pas. hum, Enfin, il y aura jamais d'explication, mais il le prend pleinement. Je pense que c'est presque plus le spectateur à qui on a voulu épargner la vision. Encore une fois, hein, pour être hum, plus dans du ressenti que dans de la démonstration. hum.
D'accord. Donc voilà, donc premier choix, voilà, hein, on pourrait bien sûr en parler plus longuement, mais voilà, premier extrait de film où, voilà, où il y a une ambiance très, très spécifique qui se met en place, hein, avec, je vous dis, ces ellipses-là là, qui se mettent très bien en place. Voilà, autre exemple de votre travail, hein, qui va dans une autre direction, c'est un extrait du court-métrage Un peu après minuit de Jean-Raymond Garcia et Anne-Marie Puga. Hein, nous avons le plaisir de... Ils sont parmi nous aussi ce soir, hein, on les salue. Là, voilà, dans ce film, globalement, hein, vous installez une ambiance un petit peu à la lisière du fantastique, hein, de l'onirisme, du fantastique, hein, mais même si ce film joue avec des codes, hein, ça s'amuse de ces codes-là, enfin, pas s'amuse, mais voilà, active. Hein. La notion de la lisière du fantastique, vous l'avez déjà, je crois, un petit peu abordé aussi dans L'Indompté de Caroline Duroas, hein, voilà, qui se passe dans la Villa Médici à Rome. Hein, là, c'est du fantastique en pleine lumière, dans la lumière d'Italie. Oui. Hein, Hanté là, par les fantômes, absolument. voilà. Hein. Et donc voilà, donc à travers voilà, hein, pour le prisme d'entrée pour le film Un peu après minuit, hein, même si ça va être forcément réducteur par rapport au film, mais voilà, j'avais un petit peu envie de discuter un petit peu avec vous sur le code couleur, voilà, là, un jeu sur les couleurs. Donc là, c'est un photogramme, hein, c'est pas un extrait. Tout à l'heure viendra un extrait. Donc c'est une espèce de cortège comme ça, j'appelais ça le cortège de sabbat, avec le bleu. Hein. Alors très belle image reflet comme ça, avec hein, une symétrie parfaite. Euh, on va revenir dessus, j'ai l'impression que vous aimez bien filmer la nuit. Hein. Alors voilà, quel était un petit peu voilà, la démarche, comment voilà, trouver cette nuit-là, avec cette photo, cette image-là, voilà, qui restitue un peu le côté fantastique, hein, voilà, côté fantastique qui est déjà mené dès le début par un professeur qui évoque la figure de la sorcière. Donc voilà, donc on est tout de suite dans une dimension autre. Alors, j'aime filmer la nuit, mais en l'occurrence, cette image a été tournée en plein jour. Ah, voilà. C'est une nuit américaine, Mhm. mais donc évidemment, nous avons tourné en plein jour Mhm. dans l'idée de la transformer en Mhm. image de nuit, Mhm. en parlant assez précisément en amont, justement en se donnant des références de à quel point bleu, à quel point Mhm. sombre. Mhm. Et il y avait très clairement, on est presque dans une grotte et il y a ce cours d'eau, ce petit pont. Enfin, Mhm. oui, on n'en fait pas tout le temps dans les films, mais là, cette image-là, on voulait qu'elle ait cette dimension un peu iconique, Mhm. très, très film de genre. D'accord. Ouais. Donc, juste pour dire très rapidement hein, sur le film, même s'il il est disponible sur le Drive, où les gens, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu ou vont le voir, hein, c'est que, voilà, pour pitcher un petit peu le film, le sujet, c'est d'une jeune institutrice aveugle qui effectivement participe à une conférence comme ça sur les sorcières, hein, sur la sorcellerie, et qui voilà part le sujet pourrait être très gore, mais qui a envie de voler des yeux, en gros, voilà, pour le dire très vite. Hein. Donc, et on va voir, voilà, dans l'extrait tout à l'heure, on va voir à nouveau ce sentiment, voilà, on est dans un genre et en même temps, c'est très elliptique, il n'y a rien de frontal. Hein. On trouve souvent dans l'imagerie allemande la sorcière nue, dont l'apparition peut être reliée à un faisceau de symboles négatifs censés produire l'effroi. Maintenant, je dois partir.
tout à l'heure, on était dans le bleu de cette fausse nuit. Là, on est dans le rouge d'une vraie nuit. Alors voilà, le code rouge, voilà, comment c'est venu, quel a été avec les co-réalisateurs du film, l'échange qui a permis d'aller vers ce choix-là, vers cette. Alors ça, justement, c'est une improvisation sur le plateau. C'est-à-dire Mhm, qu'on trouve ce décor très tard. On est déjà quasiment au moment du tournage. mhm, On visite, c'est un appartement tout blanc, mhm, quasiment refait à neuf, complètement vide. mhm, Et du coup, on réfléchit à des circulations, mais plus mhm, en termes de cadre d'une pièce à mhm, l'autre. On savait qu'on voulait qu'elle arrive, puis qu'elle aille mhm, jusqu'au tableau avec les mhm, yeux ensanglantés. Mais on évoque, au moment où on arrive sur le tournage, on évoque le fait qu'il y ait une couleur forte. On est chez une mhm, aveugle, donc quelque part, il y a pas de, mhm, il y a pas besoin que son appartement soit éclairé de façon réaliste du tout. Et, euh, et je pense assez naturellement, j'ai proposé le rouge. euh, et mhm, ça a été tout de suite un mhm. déclic de la part de Jean-Raymond et Anne-Marie de dire Mhm. bah oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Mhm. C'est cette couleur-là qu'il faut pour ce Mhm. moment-là, Mhm. cette menace, ce que ça amène Mhm. de venimeux pour le personnage, enfin, le danger, le sang. Mhm. Ouais. C'est là. Alors moi, voilà, ce rouge, quand j'ai découvert le film, hein, forcément, voilà, on a plein d'images dans nos têtes et de cinéphiles. Et j'ai pensé à un autre rouge. Et Marion, si tu pouvais nous mettre la photo numéro 4, s'il te plaît. Alors, vous allez me dire si ça, bon, Pascal, et des discussions avec les co-réalisateurs, si c'était voilà, une référence pour vous ou est-ce que c'est du pur fantasme. Voilà, c'est une image de Suspiria d'Dario Argento. Et, euh, et alors, je sais pas, ça m'est venu comme ça, plus peut-être aussi la tonalité de la musique qui m'a mis dans l'univers d'Argento. Est-ce que c'était pas une influence, mais une réflexion avérée entre vous ou pas du tout? Euh, En tout pas cas, le du genre, voilà un petit peu le Pas du tout. genre. C'est-à-dire que je suis persuadée que nous avons tous vu Suspiria, c'est-à-dire Anne-Marie, Jean-Raymond et moi-même. Mais ils m'ont donné énormément de films en référence et Suspiria n'en faisait pas partie. Mais c'est étonnant de voir comme, mine de rien, ces références communes qu'on peut avoir peuvent ressurgir. Ouais. Mais en tout cas, non, nous n'avions pas parlé précisément ni de ce film-là, ni de cette image en Ouais, particulier. ouais. Hein, parce que chez Argento, voilà, les couleurs sont très franches, sont très marquées. Hein, c'est très expressionniste comme ça dans les parties pris formelles. Hein. Et je vais vous. Alors, je vais demander Beaucoup à de Marc. références pour l'indompté Argento. Ah bon, d'accord, ouais. Mais Ouais, pour l'architecture, le travail sur non, des architectures spéciales. même par rapport au rouge, il y a D'accord, des oui. moments qui basculent au rouge Ouais, et effectivement, ouais, ouais. c'est le cas. Mhm. D'accord. Et pour la dernière référence visuelle sur ce film, sur Un peu après minuit. Oui, alors Mhm, c'est un jardin d'hiver mhm, entouré de bambous mhm, et on savait là que ce serait une scène de nuit. L'architecture a une grande mhm, importance pour Jean-Raymond et Anne-Marie. Enfin, comme je le disais, hein, c'est le décor, c'est ce qu'on donne à voir. mhm, Et donc, de façon assez évidente, je voulais garder ces bambous. Donc, on les a éclairés par derrière parce que ça faisait cette espèce d'écrin et mhm, en même temps de prison. mhm, C'était, là, je dirais pas qu'il y a eu un choix de couleur conscient en amont, mhm. mais en tout cas, l'idée d'exploiter ce lieu au maximum, c'est certain. D'accord. Et vous aviez vous aviez avec les réalisateurs une référence picturale ou autre, non? Parce que je la trouve très très belle ces scènes-là, voilà, au niveau visuel. Et là, ça m'emmène ailleurs. Alors donc là, je n'avais pas du tout de référence, voilà, mais voilà, je me dis ah tiens, ils avaient peut-être Non, parfois, non? pas de référence visuelle D'accord, très particulièrement pour bien. ce Mhm, moment. mhm, 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 mhm. Encore une fois, alors là, ça s'est vraiment décidé en amont au moment D'accord. du repérage des décors. Mhm, C'est vraiment ce lieu-là, mhm, il faut l'exploiter mhm. à son plus fort.
D'accord. Là, je voulais passer un troisième extrait de l'ours. Yannick, on a le temps, ça va? Parce que là, je vois, on est déjà -10, et vous me le dites, ou si on réduit pour les questions, c'est Oui, oui, tu as le temps. Oui, oui. Vas-y, d'accord, vas-y, hein. continue. Voilà, bon, je pense que si, voilà, si on déborde un petit peu sur l'heure Oui, de mais c'est pas l'apéro, grave, c'est pas si on grave. déborde sur l'heure de l'apéro, personne ne nous en voudra, hein. Mmh. Troisième extrait, voilà, parce que je trouve j'essaye de montrer des différentes palettes de vos chants, et pour voir justement que quand on est directeur de la photo, on n'est pas mono-style, hein, que voilà, même s'il y a une patte, j'ai l'impression qu'il y a une patte qui se dégage de tout ça, voilà, une unité, mais n'empêche que vous visitez des univers différents. Là, c'est un extrait de l'ours de Nicolas Birkenstock, hein, quelqu'un que vous avez suivi dès son premier court-métrage, son long-métrage aussi, donc voilà, c'est aussi une complicité entre vous, hein. Et, ça m'a fait penser, alors voilà, c'est à nouveau une citation, j'aime bien les citations, mais voilà, c'est comme ça. Ça me faisait penser à une citation d'Edmond Rostand, hein, ce cher Edmond Rostand ne devait pas parler de cinéma quand il a dit ça, mais peu importe, moi ça me parlait, et ça va parler avec l'extrait de l'ours et puis l'extrait que je vais vous montrer après, hein, de Roger Deakins. Edmond Rostand disait: c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et je trouve que voilà, quand on est directeur de la photo, qu'on est face à une nuit, et l'éclairer, ça y est, voilà, la moindre lumière va être porteuse d'émotion, hein, parce que la nuit est signe d'inquiétude pour nous spectateurs aussi. Et dès qu'on éclaire, qu'est-ce qu'on met en lumière, qu'est-ce qu'on ne met pas dans la lumière, voilà. Donc je trouve que déjà il y a une poétique qui s'opère. Et voilà, donc on va voir un extrait de l'ours. Je vais juste vous pitcher parce qu'il n'est pas dans la liste des films à voir, hein. C'est un film sur une jeune fille qui est prise de somnambulisme, hein. Elle se rend compte elle sort de son lit, elle erre dans la nature, elle ne sait pas trop où elle va. Ça, c'est depuis le décès de son père, de son père, plus ou moins. Voilà. Et pour comprendre un peu où elle va, il y a l'un de ses meilleurs amis qui va avec lui qui va avec elle dans la nature. Et ils s'endorment là en attendant qu'elle ait une crise, et pour bien la suivre, pour être réveillée en même temps qu'elle, ils s'attachent tous les deux, hein. Et comme ça, dès qu'elle bouge, elle somnambule, elle bouge, et elle va aller vers un lieu secret, hein, voilà, à chaque fois elle allait dans ce lieu, on va enfin découvrir là où elle va, hein. Et ça vous explique le pourquoi de ces deux personnages qui sont liés par une corde. Ours, ours, doucement, ours.
Merci. Donc voilà, donc moment, voilà, le climax un petit peu du film, hein, au moment où on découvre, voilà, il y a la résolution de où va cette jeune fille et qu'est-ce qu'elle va, à la rencontre de qui elle va. Hein. Donc je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a un, bon voilà, il y a un travail effectivement, je vous dis, sur la nuit, et il y a un changement de point de vue. On glisse d'un point de vue extérieur à un point de vue intérieur. Voilà. Est-ce que peut-être vous pourriez me dire sous une forme ou une autre comment voilà comment c'est géré cette séquence? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières? Bien sûr, hein, Mm, c'était notre séquence Hollywood sur un mm, court-métrage, amener de la lumière dans la mm, forêt la nuit quand il n'y a pas de source mm, d'alimentation, amener de la fumée, sachant qu'on prend mm. le risque qu'il y ait du vent et que la fumée reste pas suffisamment en place. On va dire, oui, c'était sans hésiter la scène la plus chère du Mmh, film. mmh, Et là, c'est, je pense, notre complicité avec le réalisateur, à Nicolas et à moi, qui a fait qu'on a tenu bon par rapport aux doutes que pouvaient avoir, on va dire, beaucoup de gens de l'équipe, en disant non, mmh, non, c'est ça qu'il faut. Là, non, ce sera pas de la nuit américaine. mmh, Oui, il faut cette machine à fumer, enfin des choses sur lesquelles on est plus fort quand on est plusieurs à dire que c'est nécessaire. mmh, Et, euh, et après, ben, c'est euh, c'est une nuit très intense de travail, en tout cas pour toute la partie mmh. déambulation, et on s'était échangé beaucoup de références. Oui. On s'était échangé des références. Je sais que Nicolas avait notamment pensé à Dolls de Takeshi Kitano, où il y a ces Mmh. deux amants qui sont reliés par une corde D'accord. rouge. Mmh. Euh, et, euh, et on s'était échangé des références qui sont presque des références communes parce qu'on a des goûts cinématographiques souvent assez proches. Oui. Mmh. Donc je sais que ça nous amène à l'extrait qui vient. D'accord, voilà. Donc voilà, l'extrait, le dernier qu'on va voir ensemble, extrait qui m'a été suggéré par vous, parce que j'ai lu sur dans une interview hein, que vous aimiez beaucoup le travail du directeur de la photo Roger Deakins, Roger Deakins, je ne sais pas comment on dit, hein, directeur de la photo d'origine anglaise, je crois. Hein. Et comme j'avais vu La Nuit de l'ours, tout de suite m'est venue en tête une autre nuit, hein, admirablement filmée dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, je crois que c'est ça, de Andrew Dominic. Hein. Dickens a travaillé avec les plus grands, avec Scorsese, Cohen, Denis Villeneuve, voilà, et j'en passe. Hein, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un voilà, qui a une filmographie conséquente. Hein. Et alors là, vous allez, voilà, peut-être, voilà, on va regarder l'extrait, puis vous allez m'en parler, vous, qu'est-ce que vous aimez chez chez ce directeur de la photo, voilà, à nouveau une scène de nuit, hein, ça travaille sur des étincelles, sur des faisceaux lumineux. Ça a l'air assez simple comme ça, c'est très sophistiqué, c'est très beau, et je trouve que ça nous emmène, voilà, que le travail de la lumière transcende complètement le genre du western, parce que c'est un western. And everything they do. Hates the Declaration of Independence too. Hates the glorious Union is dripping with our blood. Hates the striped banner. It is all I could. Ooh, I'm a good old rebel. Now that's just what I am. And for the Yankee Nation, right on schedule, Buck. Snuff those lanterns! Look at those fools. They're gonna trip and shoot each other and females. I bet you I can find them husbands if they do.
Oui, alors, Voilà. pour Ours, Nicolas Birkenstock était Mm. arrivé avec l'image où on voit le phare du train qui passe à travers Ah les bah, très bien. arbres et la Mm. vapeur. Et Voilà. je lui avais dit, ah ben c'est bien, c'est pas écrasant comme Mm. référence. Alors, Mais si vous pouviez, voilà, un petit peu avant on va aborder effectivement les questions, voilà, voilà, comment vous visitez, comment voilà, vous voyagez dans ce type d'image, dans ce travail de Dickens, qu'est-ce que vous en retirez vous? Voilà, c'est pas le, moi, je et, trouve que c'est d'une précision incroyable. C'est un grand spécialiste de ce qu'on appelle le source lighting, c'est-à-dire de lumières qui sont justifiées par des éléments participant à la narration. Donc là, en l'occurrence, le phare du train, les lampes à huile, tous les effets de lumière, ce serait simplement ce phare du train qui passe à travers ouais. les arbres. Évidemment, c'est toujours bien plus que ça, mais je trouve qu'il y arrive de façon assez fantastique. Oui. Ouais, Et quand il explique la séquence, il l'éclaire pas de façon si compliquée, c'est-à-dire il met quelques blondes à l'intérieur du train, la vapeur, elle existe puisque c'est un train à vapeur. Peut-être il y a quelques ajouts de fumée, mais c'est pas forcément une scène si chère qu'elle n'en a l'air. Et en même temps, je trouve que c'est la lumière qui dépasse le genre. Je vous dis, voilà, Bien sûr. avec ces silhouettes qui sont fantomatiques, avec, voilà, Ah en tout oui, cas, oui, ce sont des images qui donnent envie de faire du cinéma en même temps. c'est Voilà, on se évident. dit, voilà. Il y a aussi une Mm, grande précision des mm, cadres. Moi, je pense mm, qu'on éclaire pour mm, un cadre, hein. ouais, On n'éclaire mm, pas dans l'absolu. mm, Et donc, cette mm, silhouette, voilà, c'est un choix mm, de le placer là parce qu'on mm, sait qu'il va se ouais, découper mm, sur cette mm, zone plus lumineuse et mm, c'est d'accord. vraiment de la composition, oui. Ok, je vous remercie. On va être obligé d'arrêter là sur l'entretien et on a dépassé, mais bon, c'était prévisible. On va laisser la Effectivement, question maintenant au modérateur des questions. Hein. voilà, il y a Euh, quelques questions, ouais. Pascal. Donc, Marion ou Marc, si vous voulez bien poser les questions qui ont été posées pendant cette visioconférence, ça serait bien. On a 10 minutes, un quart d'heure environ, je pense, pour que Pascal Marin puisse répondre aux questions. Oui, alors oui, désolé, on va déborder un petit peu. Peut-être je vais reprendre la toute première question qui a été posée et parce que ça va faire écho avec peut-être le collectif Femmes à la caméra auquel enfin, dont vous êtes une des membres, Pascal. Donc Jeanne nous posait la question, je voulais savoir s'il avait été compliqué en tant que femme de travailler dans le monde du cinéma et en particulier pardon, en tant que chef-op. Alors, non, pas compliqué en tant que femme de travailler dans le monde du cinéma, mais en tant que chef-op, pas si simple. C'est un métier qui, on va dire, dans l'imaginaire, reste encore aujourd'hui un métier masculin. Et heureusement, les choses, on va dire, progressivement s'équilibrent. Maintenant, je dirais toujours trop lentement à notre goût. C'est-à-dire que être une femme et vouloir devenir directrice de la photographie, quelque part, c'est déjà aller contre un espèce d'ordre établi où on n'imagine pas forcément une femme pour diriger une équipe, mais comme beaucoup d'autres professions, hein, c'est pas spécifique, mais c'est vrai que dans nos milieux, on aimerait toujours être un peu en avance sur son temps. Donc j'ai envie de dire, venez, enfin si étudiante qui peut-être écoutez, n'hésitez pas, venez, il y a de la place. Alors, il y a aussi Au moins 50% des places normalement. Logiquement. Merci Pascal. Il y a aussi pas mal de questions techniques et notamment plusieurs questions qui concernent les supports, le travail de la pellicule et du numérique. Vous avez travaillé les deux. Alors, il y avait une question qui demandait si vous aviez une préférence entre ces deux supports, si vous regrettiez le grain de la pellicule ou au contraire si vous trouvez qu'il y a une nouvelle texture à travailler grâce au numérique. Alors, moi j'aime avoir le choix. Et alors, évidemment, il faut maintenant être assez fort, ou alors, on va dire, assez fort économiquement pour faire accepter à une production le surcoût qui est généralement l'argentique. En tout cas, moi, sur les budgets sur lesquels je travaille, c'est jamais acquis. Parce que ça représente un surcoût. Je pense que sur les très gros films, hein, c'est une part infime, donc ça peut se décider encore en ces termes-là, mais pour moi c'est une vraie lutte. Et ensuite, ces deux outils différents, enfin, je dirais que
ces deux palettes, il n'y en a pas un que je préfère à l'autre, ça dépend des projets. Oui, j'aime le grain de la pellicule, oui, j'aime la sensibilité du numérique, et donc, enfin voilà, vraiment, vraiment ça dépend. Je viens de donner des cours à la Cinéfabrique, et justement, c'était un TP autour de l'argentique, du Super 16, et, je serais fort malheureuse si ce support disparaissait. Je pense pas que ça en prenne le chemin, mais c'est bien de le conserver. Et dans les écoles, il est utilisé toujours, ouais. Pas toutes Euh, les écoles, mais ouais, ouais, certaines, oui. ouais, Oui, oui. d'accord. Et je pense que c'est un outil d'apprentissage fabuleux. Le fait Mhm. de devoir imaginer l'image sans la voir, Ouais, c'est très mhm, fort. mhm. Et puisqu'on est dans les questions techniques et qu'on vient de voir l'extrait de Ours de Nicolas Birkenstock, Ninou nous demande comment est-ce que vous avez géré techniquement le travail du monochrome à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait plusieurs gélatines de rouge différents? Quel type de projecteurs? Comment vous les avez placés? Et pas du tout, en fait, je me trompe de titre de film, c'est pas du Ah, tout c'est un peu Ours. après minuit. Voilà, c'est un peu après minuit, Mhm. pardon, excusez-moi. Donc voilà, pour rester sur des questions assez techniques, mais qui ont un impact visuel très fort chez le spectateur. Alors, si mes souvenirs sont exacts, on a dû utiliser une gélatine qui doit être un Flamme Red, donc qui est un rouge effectivement très franc. Et je crois pas qu'on ait eu besoin de mettre plusieurs couches. La gélatine était suffisamment rouge en une seule épaisseur, si mes souvenirs sont exacts. Et après, on éclairait avec des Fresnel en tungstène dans ce décor-là. Alors, il y a une autre question à nouveau technique. Sophie vous demande si vous avez une préférence en termes de caméra et d'optique. Alors, moi, comment dire, non. Non, pas particulièrement, même s'il y a des caméras que j'aime plus que d'autres, mais presque plus pour des raisons d'ergonomie souvent que réellement de différence. Je pense que à l'heure actuelle, les caméras qui tiennent le haut du marché, il n'y a pas forcément tant de différence que ça d'un capteur à l'autre. En tout cas, c'est mon point de vue. Par contre, les optiques ont une influence considérable. Et en fait, je dirais que c'est presque volontaire chez moi de pas reprendre un pack avec la même caméra et les mêmes optiques que ce que j'ai déjà fait. Sauf si réellement ça s'impose. Mais sinon, je sais qu'il y a peut-être des chefs opérateurs qui aiment reprendre un peu tout le temps le même matériel. Moi, j'aime bien adapter à chaque film et prendre des caméras et des optiques différentes à chaque fois pour être vraiment à chaque fois au plus proche de ce que je ressens du projet. Et, et là, moi, je vais essayer de regrouper un peu deux questions, celle de Sébastien et de Virginie qui demandaient, qui se posaient un peu la question du découpage. Alors, Virginie demandait comment vous procédiez pour faire le découpage avant le tournage, à quel moment en amont, et donc peut-être quelle est la relation avec le réalisateur à ce moment-là. Et Sébastien, lui, nous demandait justement à quel point tout était écrit à l'avance, donc dans le découpage, et il voulait savoir, lui, s'il y avait des essais qui étaient réalisés avant le tournage. Alors, ça dépend des films. Euh, Comme on le disait précédemment, il y a des réalisateurs où on fait un découpage vraiment très précis, d'autres où c'est plus enfin, des réalisateurs qui arrivent avec un découpage très précis, d'autres où c'est vraiment un dialogue. Parfois, on se parle des plans avant même d'avoir vu des décors. Il y a des envies de plans qui peuvent préexister. Et puis, une fois qu'on a les décors, on adapte ces idées de plans au concret du lieu. D'autres fois, c'est vraiment la phase de repérage qui va faire naître des envies de plans. Donc je dirais que ça dépend un peu. Et sinon, c'était quoi la fin de la question? Donc, il y avait à la fois la question du découpage et la question des essais. Ah oui, et les essais, alors il y a plusieurs types d'essais. C'est-à-dire, moi je sais que quand je pars en repérage, j'emmène toujours mon appareil photo. Et donc, quelque part, je propose déjà au réalisateur des axes possibles, des perspectives dans un décor qui me semble intéressante. Et sinon, des essais filmés, moi j'aimerais qu'il y en ait pour tous les films. C'est aussi souvent, malheureusement, on a des temps de préparation qui sont sans arrêt plus courts.
Mais moi, je trouve ça indispensable d'arriver à avoir déjà un comédien, des matières de costume. Justement, on a choisi une caméra, on a choisi des optiques, on confronte le tout, on voit ce qui nous plaît. Oui, je trouve que cette phase d'essai est absolument indispensable pour vraiment pouvoir faire son travail au mieux et avoir une direction à l'image qui est au niveau de ce qu'attend le film. Et c'est vrai qu'au niveau de la prépa, on n'a pas abordé la chose. Ça veut dire que la dualité entre la proposition artistique, la demande artistique du réalisateur, comment pouvez-vous la traduire, et en face, l'argent, quoi. Et voilà, le rapport économique, et comment l'artistique ne doit pas en souffrir, et trouver toujours des solutions techniques qui font que peut-être vous dépassez toujours ça, quoi, et vous trouvez des idées qui font que, quoi. Tout à fait. Alors là, ça fait presque partie du travail. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Parce que, parce que sur un budget très contraint, et c'est vrai que moi j'ai travaillé sur beaucoup de budgets très contraints, on n'a pas forcément envie de baisser ses ambitions, et donc ça veut dire effectivement toujours inventer des choses nouvelles pour que ça fasse pas de cheap. Il y avait d'autres questions? Oui, oh là là, oui, en fait. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de toutes les poser. Mais il y avait une question de Yannick qui soulignait le fait que souvent, les chefs opérateurs disent que devant une image trop lisse, ils salissent l'image, et que pour le profane, c'est toujours un peu surprenant d'entendre un technicien dire ça, et un artiste aussi. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites quand vous salissez l'image, si cela vous arrive d'utiliser ce terme? Bien sûr, alors oui, on va des fois utiliser un vocabulaire comme ajouter de la texture, mais finalement ça nous ramène à ce qu'on aime dans l'argentique. C'est que je pense pas que les gens aillent au cinéma forcément pour retrouver la réalité, et donc pas forcément qu'on leur offre ce que leur donnent leurs yeux, mais vraiment leur donner à voir une interprétation du monde. Et donc ça passe par des filtres de diffusion, ou ça peut passer justement par du grain qui est quelque part une image vivante qu'on va rajouter, ou on peut pousser la pellicule pour augmenter ce grain. En numérique, maintenant, il existe des plugins dans les machines d'étalonnage qui permettent d'ajouter un grain, un autre. Et puis tout le travail sur la couleur, c'est aussi une réinterprétation du monde, des couleurs qu'on va supprimer de l'image, d'autres au contraire qu'on va renforcer. Oui, tout ça fait partie d'un travail alors salir, non, mais déréaliser, oui, sans hésiter. Et justement, peut-être qu'on va pouvoir aborder une des dernières questions. Vous avez mentionné, Pascal, la question de l'étalonnage, et on nous demandait est-ce que vous prenez part à l'étalonnage, et peut-être de quelle manière. Je sais que Pascal Liezala avait prévu au départ d'aborder l'étalonnage, mais on savait qu'en 1 heure on n'aurait pas le temps, donc chic, on a un petit peu de temps. Quel va être votre travail au niveau de l'étalonnage? C'est l'aboutissement du travail. Donc oui, je suis présente. Ce n'est pas moi qui étalonne, il y a un étalonneur, mais je suis présente à chaque instant. Et quelque part, c'est l'aboutissement, c'est-à-dire que le montage a eu lieu, les plans ont été montés dans un ordre qui n'était pas forcément celui auquel on s'attendait. Le montage est réellement une réécriture. Et puis, pendant toute la période du tournage, il a pu y avoir des imprévus en termes de météo, en termes d'horaire de tournage. L'étalonnage, c'est à la fois gommer ces imprévus, redonner une unité au film, et on va dire terminer le travail d'aboutissement artistique, de justement ces couleurs dont on s'est parlé, c'est leur donner leur vraie valeur à ce moment-là, les évolutions vers quelque chose de plus coloré, moins coloré, c'est là que tout se dose. Donc c'est vraiment l'équivalent du mixage pour le son. C'est une étape où j'envisage pas de ne pas être. Et c'est surtout pas une étape de rattrapage, c'est plutôt un renforcement des partis pris. Pas du tout. Alors après, on peut réparer des choses qui ne se sont pas passées comme on l'imaginait, mais c'est vraiment pas l'essentiel de l'étalonnage. Non, s'il n'y a pas de direction de lumière, il n'y en aura pas. On ne peut pas l'inventer après, quoi, voilà, effectivement.
Alors peut-être une dernière question avant de conclure. Alors c'est une question 2 en 1, encore une fois, sur les éclairages artificiels. La première porte sur le film La pièce manquante. Et l'équipe de Time Prod, Florian et Stéphane voulaient savoir s'il y avait beaucoup d'éclairage artificiel dans les scènes d'intérieur du film, notamment dans la première partie du film. Et une autre qui porte sur Ce soir. Élie voudrait savoir si vous avez travaillé la lumière sur votre visage pour la rencontre de ce soir. Alors, je vais répondre sur la pièce manquante. Donc, la pièce manquante, c'est un film qu'on a tourné l'été, donc en Bourgogne. C'était un été très ensoleillé, donc il y avait par moments, j'avais une source de lumière, notamment quand on tournait dans le salon. Je me souviens que c'était un salon qui était assez enfoncé, donc la lumière rentrait à certains horaires, mais plus beaucoup à d'autres. Donc les horaires où elle rentrait, j'utilisais la lumière du soleil en la réfléchissant, en fait. Je la renvoyais à l'intérieur du salon et en la diffusant quand elle rentrait en direct. Et puis quand cette lumière du soleil commençait à trop partir, j'avais un projecteur, un 6 kg, si je me souviens bien, ça devait être un Harrison, qui effectivement venait compenser cette lumière du soleil qui n'était plus là. Donc pas énormément de lumière sur la pièce manquante. J'avais un chef électro seulement et un électro qui venait en renfort de temps en temps. Donc j'avais adapté ma liste lumière pour que ce soit gérable par une très petite équipe. Mais oui, pas que de la lumière naturelle, en fait, quand même un peu d'éclairage artificiel. Et sinon, est-ce que j'ai travaillé la lumière pour la rencontre ce soir? Oui, alors pas autant que j'aurais voulu, j'aurais aimé avoir un drapeau, une diffusion, mais disons que j'ai placé une très jolie source de lumière Ikea dans un endroit qui me semblait assez judicieux. Je savais que la lumière allait chuter à l'extérieur puisqu'on était pile au moment du crépuscule. Donc je m'étais dit, si je mets rien, ça va vraiment se terminer juste éclairé par l'écran d'ordinateur, ce sera pas suffisant. Donc oui, on y pense forcément. Dès qu'il y a une image, on pense lumière. Est-ce que je peux me permettre une dernière question ou on arrête, Jannick? Ça me dérange pas. Vas-y. Dernière. Voilà. Je voulais savoir, Pascal, avec l'expérience déjà qui est la vôtre, là, avec tous ces films que vous avez faits, qu'est-ce qui s'est modifié un petit peu dans votre approche de votre métier au niveau artistique, technique, justement dans l'émotion collaborative? Est-ce qu'il y a des choses qu'on bougé dans votre tête là-dessus, sur votre perception? Alors, ou de l'approche? Sans hésiter, je pense que je suis... l'expérience venant, on est de moins en moins sur la technique finalement et de plus en plus sur l'artistique. Enfin, la technique devient un compagnon et plus un enjeu. Voilà un peu comment je le dirais. Mais après, chaque film est un nouveau défi et du coup, ça reste... Donc la technique étant un moyen et non une finalité, quoi. Toujours. Oui. En tout cas, je l'envisage comme ça. Très bien, on va terminer cette rencontre avec Pascal Marin de cette manière-là. On remercie Pascal Miezala, on remercie Pascal Marin. On espère vraiment la voir sur le prochain festival qui, je vous le rappelle, aura lieu du 28 février au 6 mars. Et puis, peut-être qu'on continuera cette rencontre avec elle à un moment bien précis pendant le festival. Voilà, merci à tout le monde et très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.